Statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité. Pris en Conseil des ministres, le décret sera mis en œuvre par 4 départements. Le fondement juridique du décret, la composition des réservistes, leurs droits et devoirs, toutes ces questions seront abordées dans un dossier signé Fousseni Tunkara. La communauté musulmane célèbre demain la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. La fête de Maouloud est une occasion pour rendre hommage au prophète et rappeler ses bienfaits. Ce soir, Ali Matina nous parle de la symbolique de cette date religieuse et nous ferons également un tour au marché avec Koumba Sissé. La coopération Mali-Russie, c'est aussi le domaine sportif. Le stade Omnisport Modibo Keïta est né du partenariat entre les deux pays en 1967, quelques années après l'indépendance du Mali. L'infrastructure a abrité de grands événements. Dans le cadre de la célébration du 22 septembre, nous vous proposons l'historique de ce stade. Bienvenue aux informations, fidèles téléspectateurs. Bonsoir. Nous recevons à l'entame de cette édition Ibrahim Djombele. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, Salim Atandao. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahim. Tout à fait, merci à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2021-0682 PTRM du 24 septembre 2021 portant désignation de l'autorité compétente et définition de la procédure en matière de gel administratif dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La criminalité financière nationale et transnationale demeure aujourd'hui au centre des préoccupations de la communauté internationale et des autorités nationales eu égard à son impact négatif sur la réputation et l'intégrité des institutions financières. Afin de conduire la lutte contre ce fléau, les États membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine se sont dotés d'un dispositif législatif et organisationnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont créé le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest qui, conformément aux recommandations du groupe d'action financière, procède à l'évaluation des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des États membres. Cette évaluation consiste à vérifier si les lois, règlements et autres mesures requises en vigueur dans les pays sont mises en œuvre de façon pleine et appropriée de manière à assurer l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Lors de l'évaluation de notre dispositif, des insuffisances ont été décelées dans le décret numéro 2021-0682 PTRM du 24 septembre 2021 portant désignation de l'autorité compétente et définition de la procédure en matière de gel administratif dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le présent projet de décret est adopté dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action que le gouvernement a souscrit avec le groupe d'action financière. Son adoption permettra de corriger les insuffisances constatées et d'améliorer la conformité technique de notre dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et des blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Salim Atandao. Merci, Ibrahim. Fin de formation pour une vingtaine de stagiaires à l'école de guerre du Mali
Pour l'occasion, une journée d'évaluation est organisée pour apprécier le niveau d'études des stagiaires par des experts militaires. Les précisions de Mamari Kone. Tradition respectée à l'école de guerre du Mali, cette journée VIP permet d'évaluer les stagiaires à travers un exercice de synthèse. Ainsi, les 24 officiers supérieurs de cette deuxième promotion de l'école s'exercent à la planification et à la conduite des opérations au niveau stratégique et opératif. Et c'est autour de l'opération dénommée Irekou. C'est une opération qu'on soumet aux auditeurs de l'école de guerre et c'est pour les mettre dans une situation d'opération dans une alliance. C'est un exercice où on va les soumettre à des réalités du terrain où ils vont agir dans les différentes cellules pour répondre aux impératifs opérationnels. Prennent part à cette journée VIP l'état-major général des armées, les chefs d'état-major et directeurs de services. À la fin de leur formation, les stagiaires sont désormais opérationnels et prêts à assumer de hautes fonctions de commandement dans les états-majors nationaux et internationaux. Je suis vraiment très impressionné par rapport à ce que j'ai vu. C'est au-delà même de nos attentes. Et effectivement, l'école n'a que pratiquement 2 ans, 3 ans d'existence. Et le niveau académique, que ce soit opérationnel académique, c'est vraiment remarquable. Et c'est le lieu vraiment de remercier nos autorités politiques, cette forte volonté politique qui a permis vraiment de mettre en place cette école dans le cadre de la formation et de l'entraînement de nos forces armées et de sécurité. À noter que l'école de guerre du Mali complète le cursus de formation des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité de notre pays. Grand format de cette édition au chapitre des mesures législatives du Conseil des ministres du 13 septembre 2023, un décret a été pris relatif au statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. La rédaction s'intéresse à ce dossier, à ce décret pour vous permettre de mieux comprendre les contours de cette disposition dont le but est d'apporter un concours aux forces de sécurité et de défense et contribuer à raffermir les relations armée-nation. La mise en œuvre du décret sera exécutée par 4 départements. Le fondement juridique du décret, la composition des réservistes, leurs droits et devoirs. Voici quelques questions abordées dans ce dossier signé Fousseni Tunkara. Un statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité est une disposition nouvelle pour les Maliens. En prenant un décret relatif à ces statuts, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est fié à la nouvelle loi fondamentale qui régit notre pays depuis le mois de juillet dernier. Le fondement d'abord, c'est l'article 24 de la nouvelle constitution qui dit que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen et que tous les citoyens âgés de 18 ans peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées de sécurité pour la défense de la nation. Il a été également élaboré conformément à la loi numéro 2023-017 du 23 mai 2023 portant ratification et modification de l'ordonnance numéro 2023-015 du 21 mars 2023 portant statut général des militaires et la loi numéro 2016-038 du 7 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes. Il est nécessaire aujourd'hui de mettre cette réserve en place pour vraiment permettre également de faire face à la menace que nous avons aujourd'hui, parce que cette menace peut être combattue non seulement par les militaires, mais également par l'ensemble de la population qui a un certain âge et qui a une certaine capacité. Notre hymne national dit que nous devons être debout sur les remparts. Et aujourd'hui, ce texte nous permet d'être debout sur les remparts. La composition de la réserve est l'une des dispositions majeures du décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité. Il y a 2 types, la réserve stratégique et la réserve opérationnelle. Stratégique est constitué des éléments du service national des jeunes ayant accompli le service militaire. Les militaires dont la démission a été réglementairement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et durant le temps auquel ils sont soumis à nos disponibilités, qui est de 5 ans,
Ensuite, il y a aussi des volontaires ayant souscrit à un engagement. Et toute autre personne ayant accompli le service militaire. Maintenant, lorsque la réserve stratégique est mise à la disposition du chef d'état-major général des armées, elle devient opérationnelle. Que ce soit l'une ou l'autre, pour être dans le dispositif, il est impératif de remplir certaines conditions. Pour être admissible dans la réserve stratégique, il faut être apte à exercer une activité dans la réserve. Ne pas avoir été condamné à une peine afflictive et affamante définitive. Une fois que les réservistes atteignent la phase opérationnelle, ils sont mis à la disposition du chef d'état-major général des armées. C'est à ce stade qu'ils sont soumis à des devoirs et bénéficient de tous leurs droits. Le ministre de la Défense doit faire connaître à l'employeur l'imminence de la mobilisation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'employé concerné informe par écrit son employeur en indiquant la date de la durée d'absence envisagée. Le contrat de travail qui le lie à l'employeur demeure avec tous ses effets, donc pendant la durée de la mobilisation. Pendant ce même temps de la mobilisation, aucune sanction disciplinaire ou de déclassement professionnel ne peut être envisagée contre les réservistes. Les mêmes dispositions sont applicables aux fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires de l'État ou fonctionnaires des collectivités. Mieux, le décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité prévoit des garanties pour les réservistes afin de les conforter dans leur choix de venir en appui au pays. Et pendant la durée de la mobilisation, aucun employeur donc, ne peut licencier un réserviste mobilisé. Et ça, c'est prévu également à l'article 37 du décret. À la fin de la démobilisation, le travail rejoint son poste qu'il avait avant, donc où il est placé à un poste supérieur. Il est important de savoir que c'est le ministère de la Défense et des anciens combattants qui constitue le maillon central du dispositif, car c'est le département chargé d'accueillir et d'utiliser les réservistes. Pour le premier responsable du département, ce décret est perçu comme une perche que les Maliens doivent saisir pour donner une nouvelle tonalité à leur corde patriotique. Connaissance envers la nation qui nous a tout donné doit nous susciter à rendre au pays un peu de ce qu'il a consenti pour nous. Le département de l'économie et des finances est aussi au centre de la mise en œuvre de ce décret présidentiel. Il est chargé de gérer conformément au texte la rémunération des réservistes. Si je prends un exemple, si un agent d'un service privé est recruté comme réserviste et qu'il avait un salaire de 100 000 au niveau de son emploi et qu'au niveau de la défense, on lui paye un salaire de 150 000, les 50 000 supplémentaires par mois seront pris en charge par le budget d'État. Les réservistes qui soient déjà à la retraite, mais parce que les retraites militaires ou dans certains secteurs sont jusqu'à 45 à 50 ans, ça dépend du nombre d'années de service. Une fois qu'on a des réservistes capables de travailler dans les bureaux qu'on a recrutés, les paiements qu'on leur fait ne souffriront pas d'un prélèvement de cotisation sociale parce qu'ils ont déjà fait valoir leurs droits à la retraite. À l'image des actes majeurs posés par les autorités de la transition et qui ont été largement expliqués aux populations, il en sera de même pour ces décrets relatifs au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité. Déjà, le ministère de la Jeunesse est dans cette dynamique de sensibilisation. La première chose, c'est d'expliquer ce décret au niveau de la jeunesse. Toutes nos sorties que nous faisons depuis le décret nous permet d'aller dans les instances, les cadres où nous avons les jeunes pour les expliquer pourquoi un dispositif comme ça est important. Dans l'article 33 du décret relatif au statut de la réserve des forces armées de sécurité, il est précisé que le temps de la mobilisation des réservistes ne peut excéder 3 mois accumulés par an, sauf en cas de force majeure.
En période exceptionnelle, il faut que chacun fasse parler sa fibre patriotique. Un message clé du président de la haute autorité de la communication adressé aux hommes de médias. C'était hier au cours de la rencontre avec les ministres en charge de la refondation de l'État et de la communication. Je vous propose un extrait de l'intervention de Gaoussou Koulibaly, président de la HAC, des propos recueillis par Souleymane Kenza Sidibé. Quand la nation est en danger, chacun se doit de poser cette question. Quel est mon apport vis-à-vis de la survie de l'État? L'État malien, aujourd'hui, on ne le cache à personne, tout le monde le sait, est suffisamment, confronté à des forces négationnistes qui agissent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc, par rapport à ça, nous, haute autorité de la communication, nous appelons tous les médias au quotidien à être suffisamment professionnels. Vous avez les textes de la régulation qui vous y invitent, vous avez vos codes de l'éthique et de la déontologie qui vous y invitent. Alors, donc, vu sous cet angle-là, chacun doit se dire une chose fondamentale. La liberté de presse, dont chacun de nous se prévaut, elle s'exerce et elle se revendique vis-à-vis de qui? D'un État qui tient debout, d'un État qui est sur ses deux jambes. Quand l'État est à terre et qu'il n'y a personne pour vous permettre d'exercer votre profession, il n'y a pas de liberté. La preuve. Mais les zones qui sont infestées aujourd'hui par le djihadisme, personne ne vous empêche d'y aller. Pourquoi les gens n'y vont pas? Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Le jeu dans lequel nous sommes, on le comprend parfaitement. C'est pour cela que chacun doit être conscient de son rôle. En période exceptionnelle, il faut que chacun fasse parler sa fibre patriotique. Religion. La communauté musulmane célèbre la fête du Mawlud, marquant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. L'événement religieux permet aux fidèles musulmans de rendre hommage au prophète et par rappeler ses bienfaits. Les fidèles profitent de ce moment de communion pour prier pour la paix et la cohésion pour le Mali. Quelle est la symbolique de cette célébration? La réponse avec Aridou Matina et Yacouba Kouni. Le Mawlud est une fête musulmane. Elle célèbre la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. À la différence des fêtes de Tabaski et de Ramadan, le Mawlud n'est pas déterminé dans le temps. Il revient à chaque fidèle de fêter à sa manière. L'une des raisons de cette fête de réjouissance est de perpétuer la mémoire du prophète. C'est l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Le prophète a été envoyé par Dieu pour enseigner la civilisation universelle qu'est l'islam. Donc l'islam incarne toute la civilisation de la religion musulmane. Donc la date de naissance du prophète de cette religion ne doit pas passer inaperçue au sein de la communauté musulmane. Célébré depuis plus de 600 ans, cet événement religieux est l'occasion pour les fidèles d'invoquer Allah, notre Créateur, et de rendre un vibrant hommage à son prophète. Le Mawlud n'est pas une réjouissance simple, c'est-à-dire c'est une occasion où on enseigne la vie du prophète. Le Mawlud permet également aux musulmans d'apprendre sur le comportement du prophète, comment il se comportait dans les affaires, comment il se comportait dans les finances, notamment la finance islamique, comment le prophète se comportait dans sa famille, comment le prophète se comportait également vis-à-vis de ses voisins, comment il encadrait ses enfants. La célébration du Mawlud a évolué. Au fil des ans, elle est devenue un rendez-vous incontournable dans l'agenda des fêtes musulmanes dans notre pays. Ainsi, cette grande mobilisation autour de l'événement a amené les autorités d'alors à décréter le Mawlud comme jour chômé et payé, un acte de respect et de considération envers la religion musulmane. Nous ne pouvons que saluer les autorités quand même pour donner cette opportunité à la communauté musulmane de férier la journée du Mawlud. Ça nous montre encore une fois l'engagement de nos autorités vis-à-vis de l'islam. Moment de grande spiritualité, la célébration du Mawlud mobilise les croyants musulmans sur l'ensemble du territoire national qui magnifient la fête à travers des lectures de Saint-Coran, les prêches, les prières dans les espaces publics, les stades, les mosquées et dans les aouïas.
À l'occasion de la célébration de la fête de Maouloud, les familles changent le menu. Ils sont nombreux, les chefs de famille et les femmes, à faire les courses au marché à la veille du Maouloud. Koumba Sissé et Abdoulaye Diarra sont allés eux aussi dans les marchés de Bamako. Voici ce qu'ils ont recueilli pour nous suivants. Dans ce marché à volaille, les marchandages sont en cours entre vendeurs et clients. Finalement, Assetou Sidibé, mère de famille, a pu trouver des poulets de chair à un prix convenable en raison de 3 250 francs CFA l'unité. Elle décide de changer le menu familial pour célébrer la fête de Maouloud. Je suis là uniquement pour acheter des poulets pour la fête de Maouloud. Ce soir, je les accompagne avec la pomme de terre frite. Moussa Konaté, qui est venu aussi acheter des poulets pour sa famille, estime que le Maouloud doit se fêter dans la simplicité. Nous sommes fiers de fêter ce Maouloud-là, pas dans l'extravagance, pas dans l'intolérance, mais fêter ça le plus simplement que possible, avec sa famille, manger bien. Au marché de Médine, chez les bouchers, aux environs de 10 heures, il y a peu de clients. Une situation que certains d'entre eux ne trouvent pas favorable. Les gens sont là, mais le marché est un peu timide. Nous avons beaucoup de viande aujourd'hui. Du côté des vendeuses de poissons, la réalité est tout autre. À la fête de Maouloud, le poulet et la viande sont prisés. Tous les autres produits marchent, sauf le poisson. Pour bien préparer le poulet et la viande, il faut les assaisonner avec les condiments et les légumes. Les vendeuses de ces produits se frottent les mains, même si elles avouent que les prix sont un peu élevés. Dieu merci, on se débrouille ici. Les légumes sont un peu chers, mais je ne m'y plains pas cette année. Selon plusieurs chefs de famille, la fête de Maouloud est aussi une tradition à respecter afin que les enfants puissent la suivre tout au long de leur vie. En troisième région, les communautés chrétiennes et musulmanes jouent leur partition dans le cadre de la consolidation d'une paix inclusive et durable à travers une cérémonie de prière collective au gouvernorat de région. Elles répondent ainsi à l'invitation de l'ERAR, équipe régionale d'appui à la réconciliation qui met en activité avec les activités et de la CENAR, Semaine nationale de la réconciliation. Compte rendu, Moussokoro Sérémé, Amadou Dolo. Des prières, des louanges, des prêches et des bénédictions pour implorer la clémence de Dieu pour une paix inclusive et durable à travers la réconciliation des cœurs et des esprits. Voilà tout le sens de cette journée de prière collective des confessions religieuses de la région de Sikasso. Et c'est le Haut Conseil islamique qui donne le ton de l'invite à cette communion. Il est suivi des églises catholiques et évangéliques. Cette cérémonie est la parfaite illustration du patriotisme et de la volonté de tous d'asseoir une paix inclusive et durable. Et nous, religieux, nous ne pouvons en aucun cas rester en marge. L'objectif, c'est pour que les uns et les autres puissent se réunir, donner encore une force à tout un chacun dans l'engagement de l'unité pour la paix au Mali. J'apprécie la synergie qui règne entre les leaders religieux, les confessions religieuses de Sikasso, à continuer cette synergie qui règne entre eux et d'être des messagers pour leur population. Un engagement collectif que les autorités régionales veulent voir se pérenniser pour la consolidation de la paix et de vivre ensemble. Toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation CENAR, Indamali organise un cadre d'échange entre les différents acteurs pour promouvoir la paix, la réconciliation et la cohésion sociale dans la capitale malienne. L'initiative est soutenue par Caritas Allemagne. Maïmouna Doumbia. Informer, sensibiliser le grand public sur les enjeux de la cohésion sociale et renforcer les connaissances et les capacités des acteurs clés sur les problématiques de la paix et de la réconciliation à travers les mécanismes traditionnels. Tel est l'objectif de la présente formation. Chacun d'entre nous est issu d'une communauté. Et au niveau de cette communauté, nous avons bien avant, depuis les anciens, des dispositifs traditionnels
qui sont là, qui permettent de réguler toute situation sociale. Raison pour laquelle nous avons souhaité partir sur cette base-là. Selon le modérateur, les mécanismes traditionnels sont les meilleurs moyens pour gérer les conflits sans pour autant faire recours à la justice. Le vestibule est l'endroit idéal pour la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires. Nous devons édifier l'auditoire, n'est-ce pas, de tout ça, pour qu'ensemble ils comprennent comment on gérait les conflits à l'époque. On n'allait pas au commissariat, on n'allait pas à la gendarmerie, mais ça se réglait dans le vestibule du chef de quartier. Ndamali a fait d'autres exploits en matière de gestion des conflits, surtout dans les régions du centre. Malgré les acquis, des défis restent à relever. Les défis sont là, ils sont énormes, parce que pour pouvoir réunir des communautés, des personnes, il faudrait que celles-ci acceptent même de se parler. Donc il faudrait que nous ayons aussi l'accès à elles. Donc c'est ça le gros défi. Pour pouvoir accéder à ces localités, accéder à ces personnes, donc il faut qu'on arrive ensemble, pas seulement les humanitaires ou les ONG, qu'on arrive ensemble avec les forces de défense et de sécurité, avec les notables, définir des stratégies et des moyens pour pouvoir aller vers ces localités, ces communautés, pour pouvoir atténuer les tensions qui existent à ces niveaux-là. Il est également prévu une activité de formation des gestionnaires non violents. World Vegetable Center, une institution de recherche dans le domaine maraîcher installée dans les locaux de l'ICRISAT, a reçu la visite du ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé. Les travaux de cette structure portent sur les variétés homologuées par la FAO et qui peuvent diminuer considérablement l'utilisation abusive des pesticides. Reportage Boubacar Kanouté et Mbarakou Maïga. Le ministre de l'Agriculture dans les locaux de World Vegetable sont logés dans l'enceinte de l'ICRISAT. C'est une firme qui évolue dans le domaine de la culture maraîchère avec des variétés adaptées au climat sahélien. Avec le changement climatique, ce secteur demande des innovations majeures pour mieux répondre aux besoins de la population. World Vegetable est une référence qui dispose d'un laboratoire de phytopathologie, la chambre de conservation des semences, la chambre de croissance in vitro, des équipements de dernière génération. On se focalise sur la production de variétés ou bien la mise au pied de variétés qui sont adaptées à des conditions locales. Locales, je veux dire le Mali, pour pouvoir satisfaire aux besoins des producteurs. Mais les changements climatiques viennent avec tout un tas de problèmes. Dans un terrain connu, le patron de l'agriculture, après avoir sillonné les champs, reconnaît les efforts en cours qui peuvent aider considérablement le pays en termes nutritionnels. Par contre, il demande une plus grande vulgarisation. Si on se réfère aux résultats qui sont obtenus aujourd'hui, ça peut aider à améliorer fondamentalement le statut nutritionnel des Maliens. Et même les technologies qui sont en train de développer au-delà de la recherche variétale qui est en cours et de la recherche de la résistance variétale à certaines maladies telles que l'attaque de jacide que nous avons connue au niveau de la zone cotonnière, les techniques qu'ils ont utilisées dans les sacs, les cultures hors sol, ça peut être appliqué à l'intérieur des villes. Un bel exemple de coopération sud-sud, ce projet innovant arrive à point nommé, car il permettra de vivifier les potentialités agricoles, toujours au bénéfice des populations. Santé. Tous pour un, une seule santé pour tous. C'est sous ce thème qu'est célébrée la journée mondiale de lutte contre la rage. Cette journée a pour but de sensibiliser sur les conséquences des morsures de chiens. Chaque année, ce sont des milliers de morts qui sont enregistrés dans le monde et le Mali n'échappe pas au phénomène. À la veille de cette célébration, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, dans son discours, tire la sonnette d'alarme et invite les propriétaires de chiens et autres animaux de compagnie à faire vacciner leurs animaux. La synthèse du discours du ministre Youbaba avec Awaditma Kamara. Une journée dédiée à la lutte contre la rage, cela peut paraître banal, mais elle permet de sauver des vies à travers la vaccination des chiens et autres animaux de compagnie. La rage est une maladie virale dont l'issue est fatale une fois que les symptômes apparaissent. Le chien est le principal vecteur de la rage humaine au Mali. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé animale, chaque année, la rage tue presque 60 000 personnes, soit un décès toutes les 9 minutes, majoritairement des enfants dans les pays en développement. Dans notre pays, les activités de surveillance épidémiologique
menée par la Direction nationale des services vétérinaires et ses démembrements ont permis de déterminer le nombre de rages canines. 33 cas en 2020, 16 en 2021, 33 en 2022 et 8 au premier semestre 2023. La journée est célébrée sous le thème « Tous pour un, une seule santé pour tous ». Le coût de la prise en charge est énorme, mais pour amoindrir les frais, le gouvernement a élaboré des stratégies. Chaque année, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination du cheptel, des milliers de chiens sont vaccinés contre la rage. La campagne d'information et de sensibilisation des populations couplée à la vaccination gratuite qui se mène concomitamment dans toutes les directions régionales des services vétérinaires ont permis d'améliorer nettement les effectifs vaccinés. Quelle que soit l'espèce, une fois que les signes de la rage sont apparus, rendez-vous dans un centre de santé et faites vacciner l'animal en question. La mairie de la commune rurale de Sanankoroba et l'association des anciens élèves du plateau de Koulikoro viennent de faire des dons à l'endroit des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou et aux forces armées maliennes FAMA. La cérémonie de remise était présidée par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Compte rendu, Djemba Moussakounati. 5,5 millions de francs CFA, c'est le montant du don remis au gouverneur de la région de Koulikoro par le maire de la commune rurale de Sanankoroba et l'association des anciens élèves de l'école du plateau. Je viens de procéder à la réception et à la remise d'enveloppes. Alors d'abord de l'amicale des anciens élèves de l'école plateau de Koulikoro, donc qui s'élève à 500 000 francs CFA. Pour les familles des victimes de l'attaque barbare et lâche du bateau Tombouctou. Et ensuite, la deuxième enveloppe contenait 5 millions de francs CFA en provenance de la mairie de la commune rurale de Sanankoroba pour qu'on puisse les remettre à l'armée. Ce geste patriotique a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. J'apprécie l'élan de solidarité. Les donations que nous venons de recevoir à travers le gouverneur de la région vont droit au cœur. C'est des gestes qui encouragent. Et nous disons à la population que nous restons à côté d'elle. Aucun sacrifice ne sera de trop pour les forces de défense et de sécurité de Koulikoro. En tout cas pour l'accomplissement de notre mission, qui est la préservation de l'intégrité du territoire, la protection des personnes et de leurs biens. Nous n'allons jamais courber l'échine, quelles que soient les difficultés. Les autorités régionales exhortent chacun à un effort pour que les victimes puissent être soulagées au maximum. Le programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial apportent leur appui dans la protection des éléphants dans le Gourma. Ils ont remis à travers le projet Éléphant du Gourma des moyens roulants et des matériels divers à la brigade anti-braconnage de Douanza. Reportage Boubacar Sankari. La brigade anti-braconnage de la composante forestière basée à Douanza renforce sa capacité de protection des éléphants. La brigade a bénéficié de 2 véhicules de marque Toyota, 12 motos Housing et de matériel divers. Le GES et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, à travers le projet Éléphant du Gourma. Les collectivités sont impliquées, les jeunes, les femmes, pour que, et ensemble, on puisse faire une activité participative. Il faut protéger les éléphants. Il faut une grande sensibilisation au niveau de tous les villages et hameaux de la zone des éléphants pour faire comprendre à la population d'abord l'importance, les objectifs et les résultats atteints par ce projet. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement. Le renforcement de toutes les catégories d'acteurs en matière de gestion de l'environnement se fera d'abord par l'information, l'éducation, la communication environnementale, ainsi que la formation de l'ensemble des couches sociales, en particulier les femmes et les jeunes. Le projet Éléphant du Gourma intervient dans les régions de Douanza, Tombouctou, Banyangara et Gao.
Si vous vous souvenez de ce nom, Bouraima Karambé, un handicapé physique sur qui nous avons fait un focus à l'occasion de la fête du travail dans le journal de 20h de ORTM1. Après la diffusion de ce reportage, des personnes de bonne volonté se sont engagées à lui venir en aide. Parmi celles-ci, un opérateur économique qui a promis de l'envoyer à la Mecque pour le pèlerinage et construit pour lui une maison. Désormais, c'est chose faite. Bouraima Karambé a reçu les clés de sa nouvelle maison des mains du directeur général de l'ORTM en présence de la représentante du donateur. Suivant son départ à la Mecque et la remise des clés, c'est avec Tamsir Djabati. Justement, tout est parti de cette phrase avec les larmes aux yeux du fils de Bouraima Karambé qui n'ont laissé personne indifférent. Le voilà donc parmi les pèlerins de 2023 et 3 mois après son retour de la Mecque, en ce jour du Mawlud Karambé et sa famille dans la joie et avec émotion. Ainsi, Karambé reçoit les clés des mains du directeur général de l'ORTM au nom du ministre en charge de la communication et la représentante du donateur Barouni Gambi. ne be silamɛ bɛɛ lajɛlen fo k'ala fo ka barikada ka baroni gambi yɛrɛ fo k'ala fo ka barikada a ye min kɛ kan tɛ k'an barazi ala ka siran jannatu firdausi ye ala ka barikada ka nafolo la ka tila ka RTM ɲɛmɔgɔbaw ninnu bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn min bɛ yan ya rabi ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ala kan ka jamana basigi. C'est un homme déjà connu de tous, un homme charitable. C'est juste un message de salutation. Juste on salue le donateur Borni Gambi et tout son staff. En plus avec sa sœur Kadiala. Après la remise des clés, le directeur général Hassan Baba Djombele, accompagné par les directeurs de ORTM 1 et de la radio nationale, a visité le bâtiment flambant neuf. À la surprise générale du bénéficiaire, tout meublé, avec des fauteuils, des lits, des armoires et d'un téléviseur écran plat. Le directeur s'est dit fier de faire des heureux par son petit écran. C'est vraiment un sentiment de fierté qui nous anime aujourd'hui et un sentiment du devoir accompli. Quand on avait lancé le reportage sur cet homme, malgré son handicap, qui cherchait justement sa pitance à la sueur de son front. Ça a ému l'ensemble des Maliens, mais ça a principalement ému ce généreux donateur qui ce jour-là a pris l'engagement de construire une maison à l'attention de M. Karambé. Aujourd'hui, nous sommes justement à la remise des clés. Vous avez vu la parcelle qui était nue. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment équipé. C'est ce qu'on appelle la solidarité à la malienne. Cette maison F4 a été construite par l'entreprise de Star Forage à hauteur de 32 millions de francs CFA, entièrement financée par l'opérateur économique Barouni Gambi. Elle comprend 3 chambres, un salon et 2 toilettes intérieures. Et la valeur des meubles s'élève à plus d'1 million de francs CFA. Oui, l'épouse de Bouraima Karambé, qui ne s'attendait pas à un tel bonheur, n'a pas pu retenir ses larmes. Il est le fruit de l'excellente coopération Mali-Russie, devenue la Russie aujourd'hui. Il s'agit du stade Omnisport Modibo Keïta, un stade inauguré en 1967. Pendant des décennies, le stade Modibo Keïta a été le théâtre des événements sociopolitiques, culturels et sportifs de notre pays. À l'occasion de la célébration du 22 septembre, Ousmane Daou nous présente le stade Modibo Keïta, chargé d'histoire. Situé au flanc de la colline de Koulouba à Médina Koura, en commune 2 du district de Bamako, le stade Omnisport Modibo Keïta est le fruit de la coopération entre l'Union des républiques socialistes soviétiques URSS, devenue la Russie aujourd'hui, et le Mali. Présente aux côtés du Mali dès les premières heures de l'indépendance, l'URSS a toujours été un partenaire fiable pour notre pays. Ce partenariat est concrétisé et matérialisé par le stade Omnisport juste après les indépendances.
La pose de la première pierre a eu lieu le 12 juin 1963, sur demande du président Modibo Keïta, car le Mali devait abriter les deuxièmes Jeux africains après Brazzaville. 3 ans et demi après le premier coup de pioche, le joyau architectural sort des terres et supplante le quartier qui l'abrite, Ekoulouba. De par son nom, un stade dans lequel on peut pratiquer plusieurs disciplines, voire toutes les disciplines sportives, a été le point de départ des premiers exploits de notre sport. C'était la fierté pour nous d'avoir un stade de ce standing. Et deuxièmement, de par sa position un peu excentrée par rapport à la ville, pouvait recevoir le public sans gêner pour autant la circulation. C'était à l'époque la seule grande structure sportive au Mali. Donc ça a permis de développer le sport malien dans sa totalité, quoi. Football, basketball, volleyball, les arts martiaux, handball, tennis de table de cours, athlétisme, entre autres, sont pratiqués au stade Modibo Keïta. Et la pratique de ces disciplines dans un cadre adéquat a permis à notre pays de produire de grands champions. Le premier match, c'était en 1967, avec une rencontre Mali-Congo. Et le hasard a voulu que ce soit un match nul. Donc il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et ensuite, il y a eu de grands événements au stade Modibo Keïta. D'abord, c'était le grand rassemblement quand on avait les semaines de jeunesse. C'était le seul stade capable de contenir et le public et les participants. L'histoire a voulu que l'on retienne que c'est moi qui ai marqué le premier but. Mais je n'ai pas marqué le premier but parce qu'un but, pour qu'il soit un but, il faut qu'il soit validé. Même si après, celui qui l'a refusé, il m'a poursuivi dans les vestiaires pour me dire « Ah, jeune homme, il faut m'excuser, mais ton but était valable. » On a joué contre Botafogo, on a joué contre l'Orix de Douala, on a joué également contre Saint-Étienne là-bas. Le plus mauvais souvenir, c'est quand on a perdu contre le Kotogo de Koumassi ici. Et vraiment, on croyait pouvoir gagner contre Kotogo, mais malheureusement, ils nous ont marqué 2 très beaux buts. Véritable lieu de brassage d'union, le stade Omnisport n'a pas été que le théâtre des exploits sportifs. Il était l'endroit de tous les regroupements de grande envergure du pays dans les domaines socio-culturels et politiques. Tous les acteurs pratiquement du sport et de l'art, parce que les semaines regroupaient l'art en même temps que le sport sur ces stades. À la phase également, la piste était encendrée. C'était encendré. Donc, en tout cas, tout le monde s'y retrouvait. Même l'équipe nationale faisait l'internat en football au niveau du stade Modibo Keïta. Pendant une quarantaine d'années, le stade de Médina Koura, ayant été au four et au moulin, va bénéficier d'un premier véritable coup de balai à la faveur de la CAN 2002 que le Mali a abrité. Les travaux vont toucher tout le stade qui verra sa capacité d'accueil augmenter de 25 000 places assises. À l'inauguration, il passera à 35 000 places assises. Les sportifs, les arbitres ont brillé dans leurs domaines respectifs avec toujours l'idée de porter le Mali haut au firmament des nations qui comptent. De 1967 à nos jours, le stade Modibo Keïta a bénéficié de plusieurs rénovations dans l'optique de maintenir un niveau de performance de nos athlètes aux normes internationales. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, la plupart des grands rendez-vous politiques, sportifs, socio-culturels sont délocalisés au stade du 26 mars. Qu'à cela ne tienne, le stade Modibo Keïta est irremplaçable pour certains. Sans ce stade, on ne serait pas allé loin, parce que tous les athlètes s'entraînaient là-bas. Les semaines nationales, les rencontres internationales étaient jouées en ce lieu-là. Il n'y avait pas d'autre stade. C'est à la CAN 2002 qu'on a fait le stade du 26 mars. Et ce stade également, la piste n'avait pas la même qualité que la piste du stade Modibo Keïta. Le stade Modibo Keïta est vraiment le joyau de l'athlétisme malien. Le sport, d'une manière générale, est un tissu qui lie, qui consolide les relations. Mais je crois qu'il n'y a rien de changé à la coopération, dans le fond. Mais il y a le politique qui s'est greffé quelque part sur le sport.
Et aujourd'hui, quand on veut parler de Russie, on voit plutôt les difficultés politiques qui existent entre les pays. Et c'est malheureux. Depuis quelques mois, de nouveaux travaux de construction sont en cours pour relooker encore une fois l'enceinte, qu'ils soient artistes, sportifs, personnalités du pays. Le stade Omnisport Modibo Keïta les a portés, supportés, soutenus à travers les semaines nationales, les biennales artistiques et culturelles, les concerts, les rencontres sportives, comme pour dire qu'une partie de l'histoire sportive socio-culturelle du Mali s'y trouve. Après 63 ans d'indépendance, on est en droit de se poser une question: qu'allait devenir le sport malien sans le stade Omnisport Modibo Keïta? Nous allons encore parler sport. Les Aigles dames seront au second tour des éliminatoires CAN 2024 après un match aller disputé au Cameroun où les Aigles dames avaient pris une option sérieuse pour la qualification en l'emportant sur le score de 7-1. Les joueuses ont confirmé leur statut de favori en s'imposant sur le score de 3-0 hier au stade du 26 mars grâce aux réalisations de Agueisha Diarra, Aïssata Traoré et Salimata Diarra. Le compte rendu de Hawa Kamisoko et Tomani Diabati. Le Mali écarte la Centrafrique et poursuit son aventure en éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2024. Comme on pouvait s'y attendre après les 7-1 de l'aller, le Mali vient de confirmer sa supériorité en dominant une fois de plus la Centrafrique par les scores sans appel de 3-0. Agueisha Diarra 33e minute et Aïssata Traoré 38e minute permettent au Mali de remporter la première période sur un score de 2-0. La seconde période fut moins prolifique pour les nôtres, mais elle parvient néanmoins à marquer un troisième but par l'intermédiaire de Salimata Diarra à la 58e minute. 3-0, score final. Une équipe est toujours prête lorsqu'il y a match retour. Elles sont déjà arrivées à Bamako avant nous. Elles ont eu une journée de récupération par rapport à nous. Donc, et j'ai dit aux filles également, le retour, ça ne va pas être facile. Certes, nous avons gagné. Et il y a eu des manquements. Et à nous de les corriger avant la deuxième phase. Au deuxième et dernier tour qualificatif, le Mali affrontera la Guinée pour une place en phase finale. Ils s'appellent Modi Diallo et Cheikh Dionkunda Sako, tous deux enseignants à la retraite. Ils ont participé à presque toutes les activités culturelles organisées à Caille. Il s'agit des semaines culturelles devenues biennales artistiques, culturelles et sportives depuis les années 1970 jusqu'à leur retraite. Ils ont joué dans les ballets à thème, des pièces de théâtre, entre autres. Et des équipes de l'URTM Caille, dirigées par Kansoutou Kanouté, est allée à leur rencontre suivant. De 1962 à 1968, la Semaine de la Jeunesse a enregistré 7 éditions avant de devenir Biennale artistique, culturelle et sportive, laquelle a connu 10 éditions de 1970 à 1988. J'ai eu à participer d'abord aux Semaines nationales avant les Biennales, depuis 63-64 jusqu'en 88. Le contexte dans lequel les semaines étaient organisées, c'était tout simplement pour pouvoir avoir la conclusion des effets de la jeunesse. Et les chefs d'État partaient des différentes pièces, des différents numéros pour tirer leurs conclusions et faire la démarche du gouvernement en conséquence. Ça, c'était les semaines nationales. Quant aux biennales, les biennales étaient organisées tout simplement pour pouvoir relever le niveau artistique. J'ai eu à côtoyer des artistes, notamment Moussa Modi Diallo, Kardjike, ainsi Ben Haïdara, Sambou Dibassi. C'est ainsi que je suis venu au niveau de la troupe. Et ma première participation, c'est en 1976. De 1970 à 1982, les ballets réalisés dans la Cité des Rails ont toujours été premiers ou deuxièmes dans les différentes compétitions. Au niveau même du CAI, les semaines nationales étaient organisées à partir de la base.
organisation des semaines interquartiers, organisation des semaines locales, organisation de la semaine régionale et ensuite préparatif des semaines et des biennales. Nous n'avons jamais été 3e ou 4e. Participer à la Biennale 78. J'ai participé à la Biennale de 1978. Nous avions chanté Salike. Et Kai remporta le premier prix en 1978, date à laquelle j'ai intégré la troupe. Lors de la Biennale 80, Kai a été classé premier. Et la pièce qui évoluait à l'époque, c'était le rock. L'acteur principal de cette pièce, c'est Magma Gabriel Konati. Modi Diallo, tout comme Cheikh Djankounda Sako, ont excellé dans des pièces symboliques à travers des rôles clés. C'est le ballet Touramagan, l'histoire de Sundiata. Ça, c'était en 78-79. Ah, ce ballet m'a vraiment marqué. Nous, en notre temps, c'était l'engagement, l'enseignant et la culture. Nous sommes liés. Et de deux, ça nous permettait aussi de rester dans la ville. Il fallait faire deux activités, soit le sport ou les arts. La Biennale artistique et culturelle, qui est une manifestation populaire mettant en compétition les formations artistiques des siècles et des régions du pays, a connu une interruption de près de 10 ans qui a donc plongé le Mali dans un vide culturel inquiétant. Aujourd'hui, la reprise vient à point nommé selon nos interlocuteurs. La Biennale a beaucoup d'importance, c'est la culture. La culture, c'est le soubassement d'un pays. Un pays sans culture est un pays qui n'existe pas. Si Cheikh Djankounda Sako continue de donner des cours dans des écoles, malgré qu'il soit à la retraite depuis des années, Modi Diallo, qui a aujourd'hui 80 ans, passe presque toute la journée en famille avec à ses côtés des amis, des petits-enfants pour prendre du thé. À suivre l'intégralité de la prestation de la troupe de Kai à la Biennale Mopti 2023 demain à 14h. Page noire. Un hommage mérité de la nation malienne à l'endroit d'une figure majeure de la grande muette malienne. Le colonel Oumar Traoré abandonne désormais armes et bagages. Il nous a quittés le 20 septembre 2023 des suites d'une longue maladie. Il a occupé plusieurs fonctions, chef de section d'infanterie, commandant de région militaire, commandant de l'école d'application des officiers, entre autres. Commentaire Boubacar Kanouté. Les forces de défense et de sécurité ont rendu le 25 septembre 2023 à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire les derniers honneurs de la nation au regretté fait colonel Oumar Traoré, décédé le 20 septembre 2023 des suites d'une longue maladie. C'était en présence de plusieurs chefs d'état-major et directeurs de service, des proches et parents du défunt. Incorporé comme engagé volontaire pour 4 ans au titre du service général des troupes maliennes le 1er novembre 1994 comme soldat de 2e classe. A été affecté au centre d'instruction de Bafo et de Banankoro. Conduit à l'école militaire interarmes de Koulikoro après le CI, où il décrocha son diplôme de chef de section d'infanterie de la 20e promotion EMIA, qui lui a ouvert la voie à une carrière exceptionnelle d'officier actif. Ainsi, sous-lieutenant en octobre 1998, il a gravi successivement les échelons pour être promu colonel le 1er octobre 2019. Cette ferme volonté de s'améliorer constamment dans les métiers des armes lui a conduit à Thiès, au Sénégal, en 2003-2004 pour obtenir le diplôme d'application d'infanterie. À Montpellier, en France, en 2008, pour le cours des capitaines à Accra, Ghana, en 2010-2011, pour l'obtention de son diplôme d'état-major, et enfin à Nouakchott, en Mauritanie, 2019-2020. Il sera sanctionné par le diplôme de l'école de guerre. Il a occupé diverses fonctions de chef de section d'infanterie, commandant de région militaire et commandant de l'école d'application des officiers. Fait colonel Oumar Traoré a été également engagé à plusieurs reprises dans toutes les opérations majeures sur le théâtre malien. Depuis 2000, de la sécurisation de la ligne frontière avec la République islamique de Mauritanie jusqu'aux grandes opérations Djiki, Badenko, Maliko, Dambé et actuel Maliba. Ces parcours de véritables baroudeurs lui a valu toutes les décorations militaires, de la médaille commémorative de campagne à la croix de la valeur militaire. Après des honneurs militaires, le corps du défunt a été remis aux parents pour l'inhumation prévue à Ségou. Fait colonel Traoré laisse derrière lui une épouse et des enfants inconsolables.
Que son âme repose en paix. Le RTM vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une bonne fête de Maouloud. Merci, bonsoir.